Je suis heureux de vous retrouver dans cette salle. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je devais donc y parler il y a 2 ans. Ça n'a pas eu lieu pour des raisons que vous connaissez. Ça n'a pas eu lieu l'année dernière et finalement je me suis décidé à venir malgré tout cette année, malgré les difficultés, les vols qui sont longs, les passages par l'aéroport qui sont compliqués. Mais je suis très heureux de retrouver le Japon et la maison franco-japonaise. Ce titre, donc, La vie derrière soi, mon ami Nakaji vient de le rappeler, c'est le titre d'un livre que j'ai publié à l'automne dernier et qui est fondé sur le dernier cours que j'ai donné au Collège de France, qui était intitulé « Fin de la littérature ». Alors je m'interrogeais sur la fin parce que c'était ma fin, la fin de mon enseignement, la fin de 45 années d'enseignement à l'université en France. Mais il est vrai que je continue à enseigner aux États-Unis où il n'y a pas d'âge de la retraite. Et puis, lorsque j'ai été élu à l'Académie française, il y a eu beaucoup de messages de plaisanterie que j'ai reçus en disant devenir immortel, pas de meilleure manière de mettre la vie derrière soi. En plus, ce cours fin de la littérature a été interrompu au beau milieu par la pandémie, ce qui a rendu possible une rallonge. J'ai terminé ce cours après ma retraite. Le collège m'a autorisé à le terminer en 2021. Et c'est d'ailleurs le fait d'avoir eu à le prolonger après 1 an d'intervalle qui m'a conduit à l'écrire. Parce que je ne me rappelais plus vraiment ce que j'avais dit avant la pandémie, lorsque j'ai été autorisé à faire la seconde moitié après la pandémie. Alors c'est un livre, c'était un cours sur ce qu'est une fin de carrière d'écrivain, une fin de carrière de professeur, sur ce qu'on appelle, il y a beaucoup de métaphores, sur ce qu'on appelle, sans doute la plus connue, c'est celle du chant du cygne. Qu'est-ce que le chant du cygne d'un écrivain, d'un professeur, les dernières paroles? Et il y a un livre qui m'a guidé dans ce cours et dans ce livre. Ce livre, c'est La vie de Rancé de Chateaubriand, qui est son dernier livre, un peu son chant du cygne. Et je commence donc par vous montrer Rancé, portrait par Rigaud de Rancé, et portrait qui est bien connu de Chateaubriand. Ce dernier livre, ce chant du cygne, c'est de lui dont je voudrais commencer par parler et de la manière dont Chateaubriand, d'une certaine manière, s'identifie avec le peintre Poussin dans cette vie de Rancé. Dans ce livre, c'est un tout petit livre, c'est une sorte de biographie très libre de cet abbé qui a refondé la Trappe au XVIIe siècle. Chateaubriand fait allusion donc à Poussin à plusieurs reprises lors du séjour à Rome que fait Rancé, et il en prend prétexte. Le livre La vie de Rancé de Chateaubriand est un livre qui est fait de digressions. Et c'est peut-être ça l'un des aspects de ce style de vieillesse, de ce style de tardif, c'est la grande liberté qui permet beaucoup de digressions. Et il raconte ainsi: j'ai rencontré Poussin, il donne la parole à un voyageur, j'ai rencontré Poussin, dit Bonaventure d'Argonne, dans les débris de Rome ou dessinant sur les bords du Tibre. L'abbé Antoine Arnauld, de la génération de Port-Royal, affilié depuis à la Trappe, avait aussi fréquenté l'auteur du Déluge. Ce tableau rappelle quelque chose de l'âge délaissé et de la main du vieillard, admirable tremblement du temps. Souvent, les hommes de génie ont annoncé leur fin par des chefs-d'œuvre. C'est leur âme qui s'envole.
Et voilà, en résumé, toute la réflexion de ce livre. Chateaubriand évoque ce qui est considéré comme le dernier tableau de Poussin, ou l'un des deux derniers tableaux, intitulé L'hiver ou le déluge dans un cycle des saisons, et il évoque cet âge délaissé, l'âge où le peintre est abandonné, où il n'a plus de public pour le suivre et où sa main le trahit. Et cette expression admirable tremblement du temps est une expression très célèbre. On y trouve aussi dans cette déclaration ce qui est un thème du romantisme, et je dirais un thème nouveau du romantisme, celui du chef-d'œuvre ultime, le chant du cygne, testamentaire, prophétique, qui s'élève malgré l'âge délaissé, malgré la main du vieillard. Et Chateaubriand, décrivant ainsi Poussin, s'inspire d'une biographie qui venait d'être publiée. C'est une biographie très célèbre en français, qui donnait une longue description, c'est la biographie de Michaud, que vous avez en bas de l'écran, qui donnait donc une longue description du tableau, intitulé « Le chef-d'œuvre du génie, si l'on ose dire, de la peinture », et qui écrivait « Si la touche un peu molle qu'on a remarquée dans le déluge, son dernier tableau, semble convenir à une nature noyée par les eaux, ce qui pourrait alors être une beauté serait partout ailleurs un défaut. Le tremblement de sa main se fait sentir dans les dessins de ce temps, dont le trait est mal assuré. » Voilà donc l'origine de ce terme de tremblement. Tremblement de la main se fait sentir dans les dessins de ce temps. Et vous voyez comment Chateaubriand a transformé l'image, déplacé le prédicat du tremblement de la main. Ce n'est plus la main qui tremble, c'est le temps, comme si c'était le temps qui faisait trembler la ligne du dessin ou de l'écriture, qui faisait trembler la mémoire. Alors cette formule est célèbre, admirable tremblement du temps. Elle a donné le titre d'un livre du critique Gaëtan Picon, justement sur les œuvres dernières. On peut d'ailleurs essayer de comprendre comment Chateaubriand est arrivé à cette magnifique formule de l'admirable tremblement du temps qui peut donner un chef-d'œuvre de vieillesse, parce qu'il existe un manuscrit, voilà l'écriture de Chateaubriand, c'est un bout de manuscrit qui est à la Bibliothèque nationale, que j'ai transcrit en dessous, et Chateaubriand avait d'abord écrit « Poussin termina sa carrière par son tableau du déluge, on y croit reconnaître l'âge triste et la main tremblante du vieillard. » Vous voyez que c'est encore la main qui tremble, admirable défaut du temps. Et c'est le défaut du temps. Souvent, les hommes de génie ont annoncé leur fin par des chefs-d'œuvre. Vous voyez que Chateaubriand a pu passer de l'admirable défaut du temps du brouillon, qui était encore proche de sa source, la biographie de Michaud, à l'admirable tremblement du temps du texte définitif. Et je voudrais dire que dans cette expression d'admirable tremblement du temps, eh bien, il y a toute la dimension du sublime dans une expression merveilleuse qui transcende la faiblesse de l'âge dans la force, comme si l'art, la peinture et la littérature finissaient dans cette figure de style. Cette idée d'un style de vieillesse, d'un génie du vieillard dans son œuvre ultime, elle apparaît avec les historiens et les philosophes, les historiens de l'art et les philosophes de l'esthétique allemande à la fin du XIXe siècle. Mais au fond, vous voyez qu'elle est déjà
annoncé dans ce romantisme de Chateaubriand. C'est ce qu'on appelle donc en allemand l'Alterstil, le style de vieillesse, qui est, chez les hommes de génie, la transcendance qui atteint le sublime. L'âge ne révèle pas des artistes inconnus, mais il peut rendre plus admirable encore ceux qu'il était déjà, certainement pas tous ceux-là, mais certains de ceux-là qui se dépassent, qui dépassent les limites de leur art à l'approche de la fin, comme si leur âme s'envolait. C'est l'image de Chateaubriand. Pline l'Ancien, avait déjà évoqué cette idée à propos des peintres. Il disait qu'on découvrait une certaine perfection dans les œuvres ultimes des peintres grecs. Mais Pline dénonçait déjà cette illusion. On a l'impression que ces œuvres sont géniales parce qu'on sait que ce sont les dernières, et aussi parce que souvent elles sont inachevées, et que dans l'inachèvement, il y a une beauté particulière. Mais Pline doutait de ce génie de l'œuvre dernière. Ne trouvons-nous pas ces œuvres encore plus admirables parce que nous savons qu'elles annoncent la fin. C'est donc une référence classique, Poussin, sur l'âge des peintres, et parce qu'il était bien connu que Poussin, à un âge relativement jeune, avait été atteint de tremblement, et que ce tremblement, il s'en était plaint dans sa correspondance depuis déjà longtemps. Poussin est mort à l'âge de un peu plus de 70 ans, mais il se plaignait dès l'âge de 50 ans de cette main indocile. Le tremblement de sa main commençait à l'inquiéter alors qu'il n'avait pas 50 ans. Et on reconnaît dans ses dessins un style graphique assuré qu'il inventa pour surmonter cette dégradation de sa condition physique. Poussin écrit à son collectionneur, voilà une lettre de Poussin qui est à la Bibliothèque nationale, Chanteloup, qui est son patron et son ami. Il lui écrit en 1558, donc à ce moment-là, il a 60 ans environ. Il lui écrit « Si la main me voulait obéir, j'aurais quelque occasion de dire ce que Thémistocle dit en soupirant sur la fin de sa vie, que l'homme finit et s'en va quand il est plus capable ou qu'il est prêt à bien faire. Je ne perds pas courage pour cela, car cependant que la tête se portera bien, quoique la servante soit débile, elle lui fera toujours observer les meilleures et plus excellentes parties de ce qu'elle fait profession. » Alors, il y a quelque chose de pathétique dans ce conflit que Poussin décrit entre la main maladroite et la tête qui devient, dit-il, d'autant plus sage qu'elle acquiert le bénéfice de l'âge, suivant un lieu commun antique qui associe la sagesse à l'âge, en tout cas à la première vieillesse, avant la dégradation finale. Il a le bénéfice de l'âge, mais sa main le lâche au moment où, dit-il, il est plus capable ou qu'il est prêt à bien faire. Et dans la phrase « la servante, c'est la main ». Et vous voyez que de telles phrases expriment le désespoir de l'artiste qui ne maîtrise plus son instrument. Proust écrit encore à l'un de ses amis, l'abbé Nicaise, et il est encore dans sa soixantaine. « Je suis en peine de vous répondre à cause de la débilité de ma main tremblante, qui ne veut plus obéir comme je le voudrais. J'ai quitté les pinceaux pour toujours. Je n'ai plus à présent qu'à mourir. » Et je dirais pas de témoignage plus poignant d'un peintre qui doit renoncer à son art et qui se prépare ainsi à quitter la vie.
C'est donc 1665, c'est peu de temps avant sa mort qu'il écrit cela. Et en cette même année 1665, le Bernin, le grand peintre italien Bernini, séjourne à Paris en visite, et c'est justement Chanteloup, le patron, l'ami de Poussin, qui lui sert de guide. Louis XIV l'a chargé de montrer Paris au Bernin. Et il y a une page célèbre du journal de la visite du Bernin à Paris, tenue par Chanteloup, et un commentaire du Bernin sur Poussin, chez un collectionneur de tableaux. Voici ce que dit le Bernin de Poussin devant les tableaux de Poussin. Il a vu, après le grand paysage de la mort de Phocion, et l'a trouvé beau. De l'autre, où l'on ramasse ses cendres, après l'avoir considéré longtemps, il a dit « Il signor Poussin è un pittore che lavora di là », en montrant son front. Poussin est un peintre qui travaille de la tête. Montrant. Je lui ai dit que ses ouvrages étaient de la tête, ayant toujours eu de mauvaises mains. Il a vu après la Vierge en Égypte, que j'ai dit être de ses dernières productions. Après l'avoir regardée, il faudrait cesser de travailler, a-t-il dit, dans un certain âge, car tous les hommes vont déclinant. Devant ces tableaux de Poussin, Bernin doute de la justesse qu'il y a eu à faire ces tableaux. J'ai réparti que ceux qui étaient accoutumés à travailler avaient peine à demeurer sans rien faire et travaillaient peut-être seulement pour se divertir. Il en est demeuré d'accord, mais a ajouté que leurs ouvrages, assez souvent, nuisaient à leur réputation. Vous voyez la question qui est posée. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. Si l'on continue de peindre ou d'écrire ou de travailler, eh bien, on détruit sa réputation, sa renommée. C'est en tout cas une thèse classique, soutenue ici très brutalement par le Bernin à propos de Poussin. Alors, les deux premiers tableaux de Poussin qu'il évoque, c'est le paysage avec les funérailles de Phocion et le paysage avec les cendres de Phocion, qui sont de la maturité de Poussin, quand Poussin maîtrisait encore sa main. Et le troisième que Bernin décrit comme la Vierge en Égypte, avec Chanteloup, c'est vraisemblablement celui-ci, La fuite en Égypte. C'est un tableau qui a été perdu, qui a été longtemps inconnu, mais qui a été retrouvé dans les années 1980. Et son attribution a été, lorsqu'il a été retrouvé, assez disputée entre les experts français, Jacques Tuillier et Pierre Rosenberg, et les spécialistes britanniques Anthony Blunt et Denis Marron, qui ont contesté l'attribution à Poussin, qui ont exprimé des doutes. Ces trois tableaux, eh bien, celui-ci serait donc des dernières productions de Poussin, et vous voyez que le Bernin en tirait une morale définitive, recommandant aux artistes de prendre leur retraite avant d'abîmer leur réputation. Le point de vue du Bernin, c'est un point de vue classique. C'est le point de vue qu'exprimait Vasari dans ses vies des peintres italiens et qui s'est répandu depuis Vasari jusqu'au romantisme. C'est l'idée que l'activité d'un artiste se découpe en trois périodes: jeunesse, maturité et déclin avec l'âge, ce qu'on appelle décrépitas en latin. En latin, il y a deux vieillesses. La première vieillesse, senectus, qui est sage, puis la deuxième vieillesse, décrépitas, qui est la décrépitude. Et c'est la thèse de Vasari que Vasari exprimait à propos du Titien, qui a vécu très âgé. Il vaudrait mieux savoir s'arrêter. Il faudrait cesser de travailler dans un certain âge, dit le Bernin. C'est la loi biologique.
Poussin a perdu la fermeté de sa main, sa ligne des plus droites. Or, cette idée a été renversée par le romantisme, par les modernes, en réalité assez tardivement, dans le XIXe siècle, et une autre idée est apparue, une idée rivale, depuis le romantisme, qui voudrait justement que l'artiste soit capable d'un chant du cygne génial, de se débarrasser de toutes les conventions qu'il a lui-même établies et de conquérir une liberté qui annonce les artistes de l'avenir. C'est un lieu commun moderne qui a été exprimé à la fin du XIXe siècle à propos de Goethe en littérature, à propos de Beethoven en musique, et notamment à propos des derniers quatuors de Beethoven, et à propos de Rembrandt en peinture et des derniers autoportraits de Rembrandt. C'est un nouveau lieu commun de l'esthétique allemande qui voudrait que certains grands artistes, dans leur grand âge, atteignent le génie en se débarrassant des conventions qu'ils ont eux-mêmes contribué à établir. Alors ce lieu commun, je voulais vous dire que c'était un lieu commun occidental, puisque on connaît bien une citation de Hokusai, le grand peintre japonais, que je cite d'après les Goncourt, qui l'ont répandu en français. Hokusai qui écrivait dans la préface des 100 vues du mont Fuji: « Depuis l'âge de 6 ans, j'avais la manie de dessiner la forme des objets. Vers l'âge de 50 ans, j'avais publié une infinité de dessins. Mais tout ce que j'ai produit avant l'âge de 70 ans ne vaut pas la peine d'être compté. C'est à l'âge de 73 ans que j'ai compris à peu près la structure de la nature vraie, des animaux, des herbes, des arbres, des oiseaux, des poissons et insectes. Par conséquent, à l'âge de 80 ans, j'aurais fait encore plus de progrès. À 90 ans, je pénétrerai le mystère des choses. À 100 ans, je serai décidément parvenu à un degré de merveille. Et quand j'aurai 110 ans, chez moi, chaque point, chaque ligne, tout sera vivant. Je demande à ceux qui vivront autant que moi de voir si je tiens parole. » Écrit à l'âge de 75 ans par moi, autrefois Hokusai, aujourd'hui le vieillard fou de dessin. Les lents progrès que Hokusai revendiquait dans son art, eh bien, je ne sais pas si c'est un conte ou une exagération ou une illusion, mais vous voyez que ça annonce ce lieu commun moderne du génie final de l'artiste. Génie de Turner dans ses derniers tableaux qui annoncent l'impressionnisme, génie de Beethoven qui annonce Schoenberg dans ses derniers quatuors. C'est toujours après coup que l'on peut reconnaître ce génie. C'est ça la différence avec Hokusai. Hokusai annonçait que ses dernières œuvres seraient géniales. Dans tous les cas modernes, c'est la postérité qui déclare qu'une œuvre finale a été sublime. Alors cette idée de l'esthétique allemande et de la philosophie allemande, on la trouve parfaitement exprimée par l'historien de l'art Walter Friedlander, justement à propos de Poussin et du dernier Poussin. Alors Friedlander est un personnage très intéressant. C'est un grand historien allemand qui avait fui l'Allemagne avec le nazisme pour s'établir à New York, et il avait écrit un livre sur Poussin dès 1914. Et puis il écrit un article sur Poussin en 1962. 50 ans plus tard, il revient à Poussin, alors que lui-même a près de 90 ans. Et l'article est intitulé « Poussin's Old Age », la vieillesse de Poussin. Et rarement la thèse a été exprimée avec plus de vigueur.
La voici dans ma traduction française. C'est un phénomène souvent remarquable et souvent discuté que les grands artistes développent dans les dernières années de leur vie un style sublime qui se différencie de manière symptomatique du style de leur jeunesse et de leur maturité. C'est toujours l'idée qu'il y a 3 styles dans la vie d'un artiste. Le style de jeunesse dans lequel il dépend encore de ses modèles, de ses maîtres, le style de maturité dans lequel il conquiert son indépendance et son véritable style, et puis le style de vieillesse que l'on a tenu en général pour un style de décadence, de déclin. Mais vous voyez que Friedlander s'oppose à cela, de manière symptomatique, donc du style de leur jeunesse et de leur maturité. Les œuvres du style tardif ou de la vieillesse, donc ce qu'il appelle en anglais the works of the late or old age style of Titian, les œuvres de style tardif ou de la vieillesse de Titien, Rubens, Rembrandt, et que c'est les exemples canoniques et autres, attestent un élargissement et un approfondissement de l'imagination du point de vue de la forme et de la pensée qui compense l'incertitude naturelle de la vision causée par le déclin des forces physiques. Donc, au fond, la thèse de Friedlander, c'est que l'artiste âgé, ses forces déclinent, mais il y a une compensation et une concentration qui lui permet justement d'aller à l'essentiel, de rejeter tout l'accidentel pour aller à l'essentiel. Friedlander a lui-même 89 ans lorsqu'il écrit cela, et il introduit la notion capitale de style sublime, sublime style, pour décrire celui des dernières années de certains artistes, sublime associé à la tardivité de l'artiste et à cette sorte de transcendance dernière. Certains critiques et historiens américains contemporains emploient à ce propos l'expression de sublime senescence ou de senile sublime, que je traduirai par sénilité sublime ou peut-être sublimité sénile, c'est encore mieux. C'est-à-dire la métamorphose du déclin corporel en grandeur spirituelle, la transcendance de la décrépitude physique en une sorte de souveraineté artistique. Le tableau auquel on pense, c'est celui, justement, qui a arrêté Chateaubriand. C'est à celui-là que Friedlander fait référence. C'est l'hiver ou le déluge, la 4e des saisons du Louvre, sorte de finis mundi. C'est l'une des dernières toiles de l'artiste. Et on peut aussi remarquer, il est assez courant qu'un peintre, à la fin de sa vie, entreprenne un cycle des saisons. Printemps, été, automne, hiver. Par exemple, Manet malade, dont je n'aurai pas le temps de parler, a entamé à la fin de sa vie, alors qu'il était malade, un cycle des saisons dont il n'a peint que les 2 premières. Donc, ce tableau n'est pas exactement le dernier des saisons. Le dernier, l'œuvre testamentaire, c'est Apollon et Daphné, qui est aussi au Louvre, et où Friedlander discerne ce qu'il appelle, il analyse les 2 tableaux dans cet article sur la vieillesse de Poussin, il y discerne ce qu'il appelle une tranquillité immobile. Ce tableau, dit-il, restitue une atmosphère pleine de paix et de bonheur qui est néanmoins imprégnée de pressentiments d'une catastrophe. Paix et bonheur, annonce d'une catastrophe, au sein d'une beauté idéale et la prémonition d'une tragédie. C'est une très belle analyse d'une dernière œuvre. Et Poussin savait
de ce tableau qu'il serait le dernier. C'est un tableau inachevé, et c'est sans doute pourquoi Friedlander n'hésite pas à en livrer une interprétation quelque peu biographique, en fait une lecture prophétique de la mort de l'artiste. Bellori, qui a succédé à Vasari, dit de ce tableau, dans sa vie des peintres, sculpteurs et architectes modernes, voici ce qu'il en dit, et c'est ma traduction qui est là. Parce que dans notre vie humaine, il n'est pas de bonheur entier, ces bienfaits, c'est-à-dire les récompenses de Poussin, furent interrompus par des indispositions physiques qui le troublaient souvent. Il avait un tremblement et un battement des poignets, ce qui l'empêchait de dessiner, et pour cette raison, certains de ses dessins n'ont pas les traits très sûrs, et il semble fait d'une main tremblante. Avec l'âge, sa main s'affaiblit encore, ce qui gêna sa peinture. Au fil du temps, ses indispositions s'accrurent et l'affaiblirent tellement que dans ces dernières années, il eut du mal à quitter sa maison. Vous voyez que ce tableau inachevé, pour les classiques, il reste imparfait. Il manque, dit-il, à cette composition les derniers coups de pinceau en raison de l'incapacité et du tremblement de sa main. Et Nicolas Poussin la donna peu de temps avant sa mort au cardinal Camillo Massimi, sachant qu'il ne pouvait pas l'achever davantage, étant au reste parfaite. Vous voyez l'hésitation qui est là. Elle est inachevée et pourtant elle atteint un certain degré de perfection, étant au reste parfaite, même si elle est inachevée. Même dans le cas d'un artiste savant comme Poussin, formé à la mythologie et à la rhétorique, dont les sujets sont dictés par les livres, dont la tête prime la main, comme disait le Bernin, on peut être tenté, les plus grands historiens de l'art sont tentés par une lecture quelque peu biographique. Voici ce que dit Anthony Blunt, le grand historien de l'art anglais. Si les 4 saisons représentent le dernier mot de Poussin, en manière d'allégorie fondée sur le symbolisme de l'Ancien et du Nouveau Testament, Apollon et Daphné et son chant du cygne. Voilà l'expression convenue, le stéréotype en matière de mythologie, littéralement, puisqu'il l'offrit inachevé au cardinal Massimi dans l'année qui précéda sa mort. Et tous les interprètes vont se pencher sur ce tableau en termes de contraste de la vie et de la mort. À la gauche du tableau, vous avez la fertilité et à la droite du tableau, vous avez la stérilité. C'est un tableau qui représente la vie et la mort. Blunt est sensible, comme Friedlander, au style tardif de Poussin, qui place ce tableau à mi-chemin entre la paix et la catastrophe. C'est ça, une sorte de suspension de la catastrophe imminente. Montre la beauté de la paix dans l'attente de la catastrophe, comme le vent radouci avant l'arrivée de la tempête. Et je crois que cela pourrait convenir comme définition du sublime, voire être la définition même du sublime à la manière dont Edmund Burke l'entendait à la fin du XVIIIe siècle, au bord du gouffre. Tel est le sublime en art, un sublime qui, bien entendu, doit être vu par un autre, non par l'artiste lui-même. De même qu'Apollon et Daphné, la dernière des saisons de Poussin est souvent lue comme une allégorie de la fin, du pressentiment de la mort. Le tableau de Poussin est d'ailleurs inséparable du commentaire qu'en fit Chateaubriand. Voici l'édition donc de
de Chateaubriand, qui dit qu'il a fait ce tableau pour répondre à son confesseur. C'est pour obéir aux ordres du directeur de ma vie que j'ai écrit l'histoire de l'abbé de Rancé. L'abbé Séguin me parlait souvent de ce travail, et Chateaubriand s'y lance, mais l'abbé Séguin, qui était son confesseur nonagénaire, rendit l'âme avant que le manuscrit fût achevé. Et puis, je saute vers la fin de la citation. Ici, autrefois, je barbouillais du papier avec mes filles, Atala, Blanca, Simodocée, les héroïnes de ses premières œuvres, chimères qui ont été cherchées ailleurs la jeunesse. On remarque des traits indécis dans le tableau du déluge. Ce dernier travail du Poussin, ces défauts du temps embellissent le chef-d'œuvre du grand peintre. Mais on ne m'excusera pas, je ne suis pas Poussin, je n'habite point au bord du Tibre et j'ai un mauvais soleil. Jadis, j'ai pu m'imaginer l'histoire d'Amélie, maintenant je suis réduit à tracer celle de Rancé. J'ai changé d'ange en changeant d'année. Vous voyez là un Chateaubriand très mélancolique, rappelant sa jeunesse lorsqu'il écrivait des poèmes sur de très jeunes femmes, et maintenant qu'il est âgé, il écrit la biographie d'un abbé. On reconnaît là ce syndrome de l'abandonnement dans la certitude qu'il a que les lecteurs lui feront défaut. On ne m'excusera pas, je ne suis pas Poussin. De René à Rancé, Chateaubriand décrit la trajectoire de sa vie comme une chute. Et la dernière phrase, peu élogieuse pour Rancé, pourtant le héros du livre, sera supprimée dès la seconde édition. Mais le plus remarquable, c'est l'inversion, le retournement des insuffisances en privilèges, puisque les défauts du temps embellissent le chef-d'œuvre par une sorte de dépassement, et c'est un dépassement qui ne rejoint pas la perfection classique, mais bien le sublime sénile. Chateaubriand, lorsqu'il écrit cette page, a 74 ans, et il est très loin du soleil de Rome. Il habite dans un rez-de-chaussée de la rue du Bac à Paris. C'est pour ça qu'il évoque l'absence de soleil, et il regrette ce temps de sa jeunesse. Il regrette ce temps où, lorsqu'il était ambassadeur à Rome, il avait fait élever un monument à Poussin dans l'église où Poussin était enterré. Donc il avait une ancienne familiarité avec Poussin. Walter Friedlander situait le déluge de Poussin à cet instant fragile de l'oscillation entre la paix et la catastrophe, la vie et la mort. C'est le calme avant la tempête, quand l'équilibre ne tient plus qu'à un fil. La paix, eh bien, ça serait la fin de la littérature comme décision de ne plus écrire, décision à laquelle Roland Barthes réfléchissait dans son dernier cours, ou acceptation sereine d'une vie de loisir, tandis que la catastrophe, ce serait la fin de la littérature comme radicalité ultime, emportement final, qui conduit parfois au sublime sénile, mais le plus souvent à la décrépitude. Il semble que l'on puisse envisager ces deux tentations, et je voudrais m'intéresser à un second cas de battement entre la vie oisive et le sublime sénile dans les dernières années de Sartre, donc un siècle et demi après Chateaubriand. Sartre devint aveugle en 1973
et il fut contraint de suspendre toute activité d'écrivain. Et à partir de là, jusqu'à sa mort, 7 ans plus tard, en 1980, il mena une vie de retraite et de désœuvrement. Une vie qu'il présente comme une vie choisie. Mais, au dernier moment, peu avant de mourir, il entreprit un livre en collaboration avec son secrétaire, Benny Lévy, un ancien maoïste sous le pseudonyme de Pierre Victor. Et il publia, alors qu'il était à l'article de la mort, un livre, ou plutôt les bonnes feuilles d'un livre, intitulé « L'espoir maintenant ». Et ce livre jette à bas tout ce que Sartre a pensé et écrit jusque-là. Ce livre relève donc peut-être du sublime, sénile, à moins que ce ne soit tout juste une catastrophe. Et c'est donc un magnifique cas d'espèce pour étudier ce battement entre génie final et gâtisme, si l'on veut. Sartre a publié, en 1975, alors qu'il était aveugle depuis 2 ans, un très long entretien intitulé « Autoportrait à 70 ans ». C'est un titre à la Rembrandt. Autoportrait à 70 ans, canon du génie âgé. C'est un entretien avec Michel Contat, qui sera l'un de ses proches. Ce texte est repris dans Situation 10. Sartre décrit son état physique et moral, alors donc qu'il ne voit plus depuis 2 ans, et il le décrit avec une certaine objectivité, sans faire de sentiment. Il est difficile de dire que ça va bien, mais je ne peux pas dire non plus que ça aille mal. Il relate donc une sorte d'état d'indifférence où la fin de sa vie littéraire ne paraît pas l'affecter. Et je ne peux par conséquent plus ni lire ni écrire. Privé de mes capacités de lire et d'écrire, je n'ai plus aucune possibilité de m'activer comme écrivain. Mon métier d'écrivain est complètement détruit. À part cela, je me porte très bien, je dors d'excellents sommeils. En somme, la cessation d'activité paraît totale et elle paraît totalement acceptée. Mais il y revient comme si ce n'était pas si simple. C'est la suite de la citation. En un sens, ça m'ôte toute raison d'être. J'ai été et je ne suis plus, si vous voulez. Mais je devrais être abattu, donc mélancolique, et pour une raison que j'ignore, je me sens assez bien. Je n'ai jamais de tristesse, ni de moments de mélancolie en pensant à ce que j'ai perdu. C'est comme ça et je n'y peux rien, alors je n'ai pas de raison de me désoler. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est m'accommoder de ce que je suis. L'ennui, tristesse, mélancolie, paraît absent. Sartre, dans cet auto-portrait, donne même l'impression d'un certain soulagement de n'avoir plus à écrire, comme si la cécité l'avait libéré d'un devoir, du devoir d'écrire. On connaît bien dans l'autobiographie les mots, ce devoir dont il n'a jamais pu se débarrasser. Il semble décrire quelque chose comme une retraite paisible, celle que Barthes envisageait dans son dernier cours, la préparation du roman, une fois qu'un écrivain décide de ne plus écrire, et même si, dans le cas de Sartre, c'est la cécité qui détermine cette conversion. Sartre décrit
une petite vie réglée qui rappelle ce que Barthes, dans son dernier cours, appelait l'osium. L'osium, c'est l'oisiveté grecque, la retraite lettrée, le premier stade de la retraite. Et puis Barthes passait à un second stade qu'il désignait par le komboloi. Le komboloi, c'est le chapelet que les Grecs égrènent, et c'est tout ce qu'il leur reste d'activité. Et puis Barthes en arrivait au troisième stade de l'inactivité qu'il décrivait avec la notion qu'il empruntait aux bouddhistes zen de wu wei, le non-agir radical. Eh bien, Sartre donne l'impression d'en être à peu près là. Je me promène un peu, on me fait la lecture des journaux, j'écoute la radio, quelquefois j'entrevois ce qui se passe à la télévision, et en effet, ce sont là des activités de désœuvrement. L'unique but de ma vie, c'était d'écrire. Je pense toujours, mais l'écriture m'étant devenue impossible, l'activité réelle de la pensée est d'une certaine façon supprimée. Sartre fait ici l'expérience de ce que Barthes appelait le neutre, sorte de vide de la pensée vécu comme un affranchissement, vécu positivement. Or, pourtant, et de manière significative, il lie son acceptation de son sort aux conditions altérées du présent et de la production littéraire, ce qui montre qu'il y a tout de même un certain ressentiment. Ce qui m'est désormais interdit, dit-il, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui méprisent, le style. Donc, il y a bien une rupture avec son temps, bien une mélancolie. Disons, la manière littéraire d'exposer une idée ou une réalité. Cela demande nécessairement des corrections qui parfois se renouvellent 5-6 fois. Je ne peux plus même me corriger une fois parce que je ne peux pas me relire. Donc ce que j'écris ou ce que je dis en reste nécessairement à la première version. Écrire pour Sartre, c'était travailler son style dans la tradition de Flaubert. Et il considère que maintenant c'est une besogne démodée aux yeux des jeunes gens des années 1970. Son renoncement forcé semble donc lui coûter d'autant moins que, pour ses contemporains, il est un retardataire qui cherche encore le style. Ainsi, sa conclusion est résignée. C'est la fin de la citation. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai écrit, j'ai vécu. Il n'y a rien à regretter. Vous voyez qu'il y a l'argument de la rupture de la jeunesse avec le style est un peu en conflit avec cette conclusion. Il ne regrette rien, ne se rebelle pas contre sa condition, ne réclame pas, comme beaucoup d'écrivains vieillissants, un sursis, une seconde chance. Simone de Beauvoir a écrit un livre sur ces dernières années de la vieillesse de Sartre, un livre clinique intitulé « La cérémonie des adieux », un livre qui devient parfois difficile à lire dans la littéralité des descriptions qu'elle fait de la fin de la vie de Sartre. Et son récit contient toute une réflexion sur l'expérience quotidienne de ne plus écrire pour quelqu'un dont toute la vie s'est identifiée jusque-là à l'écriture, pour un malade de l'écriture, ainsi que Sartre se décrivait à l'époque des mots. Il y a aussi une réaction très intéressante de Nathalie Sarraute, contemporaine de Sartre et de Beauvoir, et qui n'a jamais aimé Simone de Beauvoir.
Et Nathalie Sarraute, lorsqu'elle entend dire que Sartre a cessé d'écrire, elle l'a entendu dire en regardant la télévision, un entretien de Sartre à la télévision, et elle dit « Je suis stupéfiée ». Et elle, Nathalie Sarraute, c'était quelqu'un qui a écrit jusqu'au dernier jour, qui ne voyait pas de raison de jamais cesser d'écrire. Et elle écrivait, elle, en 1992, donc plus de 10 ans plus tard, « Si je devais arrêter d'écrire maintenant, j'aurais l'impression d'avoir arrêté de vivre. » Sartre entreprit donc la rédaction d'un livre au dernier moment, d'un livre de plus par le truchement de ses conversations, de ses entretiens avec son secrétaire, Benny Lévy, connu sous le nom de Pierre Victor. Et il se serait en effet agi d'une œuvre radicale, L'espoir maintenant, qui, révélé à la veille de sa mort, présente certains traits du style tardif ou du sublime sénile, puisque l'œuvre dernière annule, renverse toute l'œuvre passée depuis L'être et le néant jusqu'à la critique de la raison dialectique. Ces ouvrages qui ont rendu leur auteur aveugle. C'est ça, c'est ce travail qui a rendu Sartre aveugle par le travail forcené sous l'effet du whisky et des amphétamines. Sartre, pendant des années, a travaillé comme un drogué. Et c'est ça qui a en partie provoqué sa maladie. Et le dernier livre a provoqué une grande querelle entre les sartriens, ses entretiens avec son secrétaire, une querelle qui surgit dans les derniers mois avant sa mort, en mars 1980. Et on y retrouve les deux interprétations habituelles de l'œuvre ultime, sénile ou sublime. Les sartriens se sont déchirés sur ces derniers textes, le clivage correspondant à peu près à celui des générations, les anciens et les nouveaux sartriens. C'est ainsi résumé par un philosophe belge, donc un peu à l'écart du débat parisien. Ces entretiens, dit-il, traduisent sa profonde évolution philosophique dans les dernières années de sa vie, son intérêt extrêmement vif pour le judaïsme, une reconsidération de sa politique, de sa morale et de son ontologie, l'ensemble l'amenant sur des positions étonnamment proches de celles de Lévinas. Bon, vous voyez qu'il a l'air d'hésiter un peu, ce philosophe belge qui s'appelle Vincent de Corbiter. Ces entretiens pourraient être une œuvre tardive au sens de l'esthétique allemande moderne, de la part d'un artiste ou d'un écrivain qui bouleverse au dernier moment tout le système qu'il a patiemment construit et défendu jusque-là. Mais Corbiter ajoute aussitôt que cette déconcertante inflexion de l'œuvre ouvre la question de savoir s'il s'agit plutôt d'une rencontre ou d'une influence, l'influence de son secrétaire, plutôt qu'une rupture, voire une conversion, dit-il, ne serait-ce pas l'abandon d'une position aporétique au profit d'une nouvelle direction. Auprès de la rupture et de la conversion, du dépassement, le critique envisage tout simplement que Sartre soit tombé sous l'influence de son secrétaire, lequel s'exprimerait sous couvert du vieux philosophe, et on a donc la thèse d'une manipulation qui est en effet celle de Beauvoir et de la plupart des anciens sartriens. Voilà la seconde partie de la citation que je vous donne. Benny Lévy, à l'occasion de ces dialogues, se serait livré à un détournement de vieillard.
Le détournement de vieillard, c'est l'expression d'un biographe de Sartre. Il aurait conduit Sartre à endosser des thèses sidérantes, totalement inattendues de sa part, anti-sartriennes, ce qui s'expliquerait par la faiblesse de Sartre, âgé, presque aveugle, et placé sous dépendance pour poursuivre sa réflexion face à un interlocuteur retors qui l'aurait emmené exactement là où il voulait. Pour les fidèles de Sartre, les anciens, la situation n'est donc pas sans rappeler celle du dernier Titien, qui aurait tout simplement, selon Vasari, souffert de troubles de la vue. Il aurait eu une cataracte. C'est pourquoi ces tableaux sont troubles et non du tout génial. Ou bien c'est ainsi que les tableaux de Turner étaient considérés. Turner n'y voyait plus bien. Et puis plus tard, on considéra que ces tableaux annoncent l'impressionnisme. Pour les anciens, Sartre aurait mieux fait de s'abstenir, comme Titien, Turner ou Poussin. Beauvoir exprimera son indignation dans la cérémonie des adieux. Voici ce qu'elle écrit. Sartre avait toujours choisi de penser contre lui-même, mais ce n'avait jamais été pour sombrer dans la facilité. Cette philosophie vague et molle que lui prêtait Victor ne lui convenait pas du tout. Pourquoi s'y est-il rallié? Lui qui n'avait jamais donné prise à aucune influence, il subissait celle de Victor. Beauvoir, vous voyez, considère que Sartre est tout simplement manipulé par son secrétaire. Voici ce que Sartre écrivait, qui défendait à la fin de sa vie, à la toute fin de sa vie, son secrétaire contre ses amis plus anciens. Ma situation, alors c'est un passage très intéressant, ça c'est un entretien de 1977 de Sartre. Ma situation est quand même curieuse. En gros, j'ai fini ma carrière littéraire. Le livre que nous faisons actuellement est un livre par-delà les choses écrites. Ce n'est pas tout à fait un vivant plus âgé qui parlerait avec toi. Donc c'est un entretien avec son secrétaire, son manipulateur. Je suis un peu dégagé de mes œuvres. Je veux, avec toi, faire une œuvre qui est par-delà mon œuvre propre. Alors, vous voyez que Sartre emploie à plusieurs reprises l'expression « par-delà », comme si le projet était véritablement celui d'une œuvre d'outre-tombe, comme les mémoires de Chateaubriand, d'une œuvre qui, dit-il, n'appartienne plus à sa carrière littéraire, une œuvre qui se situe idéalement au-delà de sa vie. Et Sartre poursuivait « Je ne suis pas mort, en fait, je mange et je bois, mais je suis mort en ce que mon œuvre est terminée. Mes rapports avec tout ce que j'ai écrit jusque-là ne sont plus les mêmes. Je travaille avec toi. Tu as des idées qui ne sont pas les miennes et qui me feront travailler dans certaines directions où je n'allais pas. Donc, je fais quelque chose de neuf. Je le fais comme une dernière œuvre et en même temps comme une œuvre à part, qui n'appartient pas à l'ensemble, quoique naturellement ayant des traits communs, la saisie de la liberté, par exemple. Il me semble que Sartre décrit parfaitement ce que l'on peut appeler une œuvre tardive, une œuvre de style tardif, qui ne relève plus de l'œuvre proprement dite, qui ne relève plus du catalogue raisonné, qui soit à la fois neuve et étrangère. Sartre dit qu'elle est dernière et à part. Et il est, semble-t-il, tout à fait conscient de l'ambiguïté de l'entreprise dans laquelle il est lancé. En vérité, Sartre se trouvait dans une impasse au début des années 1970, au moment où il a perdu la vue. Il était lancé dans cette entreprise énorme, l'idiot de la famille,
sur Madame Bovary. Il avait déjà publié 3 gros volumes et il en était arrivé à l'année 1857 seulement. Il devait aborder Madame Bovary. Et Madame Bovary, c'était une montagne insurmontable. Si bien que certains de ses amis ont fait l'hypothèse qu'il aurait choisi sa maladie pour ne pas avoir à se remettre au travail, à écrire le 4e volume monstrueux de l'idiot de la famille sur Madame Bovary. Et il se serait donc accommodé de sa cécité parce qu'elle lui permettait de renoncer. Il en avait assez d'écrire. Le soulagement pourrait expliquer l'étonnante sérénité initiale dont il semble faire preuve. Beauvoir réfute cette interprétation, mais pas tout à fait. Aujourd'hui, dit-elle, je ne crois plus tout à fait à cette hypothèse, en un sens trop optimiste, puisqu'elle faisait de Sartre le maître de son destin. Ce qui est certain, c'est que le drame de ces dernières années est la conséquence de sa vie tout entière. C'est à lui qu'on peut appliquer le mot de Rilke, « Chacun porte sa mort en soi, comme le fruit son noyau ». Sartre a eu le déclin et la mort qu'appelait sa vie, et c'est pourquoi peut-être il les a si calmement acceptés. Cette idée de la mort dans la vie, cette idée de Rilke, c'est une idée de la mort comme la mort dans la vie, comme le noyau dans la vie. C'est une idée qui est apparue à la fin du XIXe siècle avec la physiologie du cancer, que le cancer avait la même physiologie que celle de la vie, et donc que la mort est dans la vie. Le cas du dernier Sartre, vous le voyez, est exemplaire, car le problème de l'œuvre tardive, de sa valeur, est ici exacerbé. On s'est battu sur la dernière œuvre de Sartre. C'est tout ou rien, selon les uns et les autres. Ou bien elle est transcendante, supérieure, dernière, au sens d'héroïque, une sorte d'apothéose de l'œuvre qui se débarrasse de tout ce qui a été écrit jusque-là, et en effet, elle est sublime, ou bien, selon Simone de Beauvoir et d'autres, elle est tout simplement sénile, invalide et gâteuse, comme une sorte de détournement de vieillard. Voici la réclame pour la coridrane, cette amphétamine qui a détruit la santé de Sartre après lui avoir longtemps permis d'écrire. Après la publication de la cérémonie des adieux de Beauvoir, livre clinique sur la maladie de Sartre, ces dernières années, la fille adoptive de Sartre, Arlette Belkacem, s'en est prise avec dureté à Beauvoir dans une lettre ouverte. Et elle écrit ceci: « Avant de mourir, Sartre était bien vivant. Il ne voyait presque plus, son organisme se dégradait, mais il entendait dans les deux sens du terme, et vous l'avez traité comme un mort qui a l'inconvenance de se manifester. Cette dernière comparaison n'est pas de moi, mais de lui. » Vous voyez que la question reste posée. La dernière œuvre de Sartre accomplit-elle une rupture authentique? Représente-t-elle une œuvre tardive exemplaire? Ou bien fut-elle écrite sous influence et résulte-t-elle d'une manipulation? Les proches de Sartre se sont déchirés et la question reste ouverte. Mais terminons avec une photographie du dernier Sartre, moins d'un an avant sa mort, entre Raymond Aron et André Glucksmann. Il sort de l'Élysée en juin 1979, après un entretien avec le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, sur l'action « Un bateau pour le Vietnam ». Et vous voyez qu'il n'était pas dans un
très bon état de santé. Je crois que la question donc du style tardif du Sartre ou du sublime sénile restera posée. Mais vous voyez qu'entre Chateaubriand et Sartre, nous avons là deux cas parfaits pour nous interroger sur cette question et cette thèse moderne du chant du cygne depuis le romantisme. Je vous remercie.